Nouvelle audience du tribunal de l'actualité avec au rôle aujourd'hui un décryptage sur l'état des lieux du dossier judiciaire de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, un an après le verdict du procès concernant ces faits de l'histoire sociopolitique du Burkina. Un panel est organisé à cet effet ce 6 avril à Ouagadougou et nous avons convoqué Benewende Stanislas Sankara, avocat à la Cour et l'un des panélistes dans notre prétoire. Bonjour Maître Sankara et merci d'honorer notre convocation. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le membre du tribunal. Bonjour. Bonjour également aux juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara qui siègent à l'audience de ce premier mercredi du mois d'avril 2023. Bonjour Président Tomogui, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Boumba, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tri TV, la télé interactive et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine, ainsi que sur nos plateformes numériques. Bienvenue et restez attentifs aux avant-propos des juges que je convoque à présent. Et cri de cœur, interpellation, voici la séquence avant-propos de cette audience du tribunal de l'actualité que lance le juge Bernard Bougman. Merci Président, mon avant-propos va concerner l'offensive aérienne qui a été lancée. C'est vrai qu'on en a plusieurs fois parlé, mais il y a une offensive aérienne qui a été lancée. Et les commentaires, quand vous regardez, il y en a qui demandent de plus en plus à quand l'offensive terrestre. Alors que c'est une offensive aéroterrestre, mais aussi il y a des zones qui sont également acculées. Alors, la réalité, c'est qu'on a eu suffisamment... On a pris du temps avant de lancer ces offensives. Excusez-moi. Il a fallu l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Il y avait du matériel aérien qui existait depuis, avec parfois, c'est utilisé avec parfois plus ou moins de réussite. Il dit cette fois-ci, on est vraiment allé à l'offensive. À telle enseigne que, effectivement, il y a des localités également. Quand vous écoutez certaines audios qui crient et tout, ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est de pouvoir réussir effectivement ce ratissage terrestre qui est aussi une autre paire de manches parce que vous pilonnez les positions, mais en même temps maintenant après il faut faire le ratissage. Donc à toutes ces personnes qui demandent à quand l'offensive terrestre, naturellement c'est un plan d'opération qui est en train d'être déroulé. Je pose le débat ici parce qu'il y a des gens qui posent ces questions-là, que mais finalement ça ne va pas être fait en terre, sur terre ou pas. Alors que les forces de défense disent que c'est des opérations aéroterrestres. Comme on appelle ça, les FDS le disent dans leur communication, dans leurs informations. Mais en même temps, l'appui terrestre va être renforcé, certainement, quand l'appui aérien va prendre une certaine dimension, parce que d'abord, dans toute guerre où il y a un combat aérien, c'est d'abord détruire les positions stratégiques avant naturellement de faire un bon ratissage terrestre. Donc à ces personnes qui nous posent ces questions, rassurez-vous, qui de droit dit qu'il y aura des opérations terrestres d'envergure, mais pour le moment la priorité c'est l'appui aérien pour débusquer les cachettes, pour débusquer les caches et tout ce qui est comme lieu de retrait ou de répit de groupes armés terroristes. C'était ce que j'avais comme avant-propos. Donc stratégie. C'est juste une précision à donner à certains qui posent des questions. Voilà. Une précision sur la stratégie. De toute façon, les forces de défense et de sécurité avancent. Nos forces combattantes, parce qu'il ne faut pas oublier les volontaires pour la défense de la patrie. Et donc, on a de bons résultats qui commencent à tomber. On a bon espoir que ça continue et que bientôt, on retourne à la normale au Burkina Faso. Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Merci Président. Mon avant-propos va concerner la DGEP, Direction Générale de l'Économie et de la Planification, qui dans son rapport de mars 2023 nous donne quelques bonnes nouvelles, en tout cas si on peut les prendre telles quelles. C'est la hausse de la production d'or fin au Burkina Faso entre donc, le mois d'avant janvier et février. On parle d'une hausse de 48%. Ce qui est très intéressant parce que le mois d'avant, on était plutôt dans une baisse d'en gros 34%. Et puis, quand on regarde aussi par rapport au niveau annuel, on dit qu'on est dans un glissement de 32,6%, donc positif, ce qui est somme toute assez intéressant. Dans un mois où on sait que les mines, du fait des attaques, pour certaines, ont fermé,
d'autres sont dans un rythme qui n'est pas celui de croisière en tout cas. Et puis il y a le renforcement de sécurité qui a été fait comme option pour quelques autres mines qui sont ouvertes et qui essaient d'aller à plein régime. Donc on sait que c'est notre premier produit d'exportation. Donc c'est l'apporteur des devises, ce qui nous permet donc d'importer et de faire des échanges. Donc si la production augmente, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut l'analyser aussi en profondeur parce que si les craintes, c'est de faire vite, parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver demain, ça pourrait aussi expliquer certaines choses. Mais pour l'instant, déjà, il faut se réjouir de cette hausse de production-là et puis espérer qu'avec les nouvelles qu'on nous donne et qu'on nous partage très souvent du front et du théâtre des opérations, qu'on ait de l'assurance que certaines mines reviennent et reprennent plutôt les activités. Alors on a beaucoup d'espoir, on reste focus sur cet espoir en encourageant toujours les actions qui sont menées actuellement pour la reconquête du territoire national. C'est la 3e audience du tribunal de l'actualité pour la semaine et qui se penche sur le verdict du procès de l'assassinat le 15 octobre 1987 de l'ancien président Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. Un an déjà que ce verdict est tombé et nous faisons le point avec Benewende Stanislas Sankara, avocat à la cour, avocat de la famille Sankara. Mais avant d'en arriver, quelques questions d'ordre général à notre convoqué du jour. Oui, Bernard Bougma. Alors, quelques questions d'ordre général. Notre convoqué du jour, c'est aussi un homme politique qui a pris sa retraite, qui s'est retiré des instances en tant que président, mais ça ne veut pas dire que les activités politiques ne continuent pas. Alors, sur le plan politique aujourd'hui, à quoi s'occupe Maître Benewende Sankara? C'est vrai, vous n'êtes plus président. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il a pris sa retraite. Oui, Maître Sankara. Effectivement, il a opéré un retrait au niveau de la présidence. Voilà, je préfère dire aussi. Voilà. Oui, vous avez parfaitement raison parce que je suis de cette philosophie qui ne comprend jamais sa retraite politique si on est véritablement engagé avec conviction dans ce qu'on fait, n'ayant franchi le Rubicon de faire de la politique. On peut ne pas occuper la direction d'une organisation, d'un parti politique, mais on restera toujours militant. Et c'est mon cas. Je suis toujours militant à la base de l'Union pour la Renaissance, mouvement patriotique sankariste. D'accord. Ma deuxième question de généralité, vous avez été ministre au niveau de l'urbanisme. Aujourd'hui, il y a un projet de loi qui a été introduit. On a même reçu M. Dabiré, chargé des questions juridiques, sur la nouvelle loi en gestation. L'on se rappelle que sous votre magistère, c'était également sur la table. Cela avait suscité beaucoup de gorges chaudes entre vous et les promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, les choses continuent. Autant dire que vous aviez vu juste. Et qu'est-ce qui a fait qu'à votre niveau, apparemment, le projet n'avait pas abouti totalement? Qu'est-ce qui avait bloqué? Il faut dire que c'est un vieux projet quand même. La réorganisation de ce secteur est antérieure à certaines personnes. Exactement. Il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues là-dessus. Pourquoi on en arrive aujourd'hui à cet avant-projet de loi? Alors, Maître Sankara, oui, répondez à la question du juge. Bon, je pense qu'on n'a véritablement pas besoin de tergiverser sur un phénomène que l'on qualifie de bombe à retardement, du fait de l'accaparement des terres. De mon point de vue, tout gouvernement responsable devrait s'attaquer à ce phénomène-là, parce que il est porteur de beaucoup de germes pour notre société. Ce que je sais, quand effectivement je suis arrivé à la tête de ce département, nous avions immédiatement gelé les activités des promoteurs immobiliers. Et je me souviens, c'était dès le 9 février 2021 que nous avons pris une note pour geler ces activités. Nous avons mis en place une commission qui devrait examiner les dossiers qui étaient en naissance. Mais notre préoccupation fondamentale, c'était de revenir sur la loi 057 et faire relire cette loi portant
promotion immobilière qui a été une véritable dérive du fait d'un seul mot, et ou foncière. Et le foncier, justement, était beaucoup plus intéressant pour créer l'accaparement. Et nous avons aussi, au niveau du gouvernement, travaillé avec une commission, parce que autant relire la loi sur la promotion immobilière, mais fondamentalement, il fallait revenir sur l'ensemble des terres foncières, notamment la loi mère, qui est la RAF. La réforme agraire foncière. Tout à fait. Et le gouvernement a créé une commission pour réviser l'ensemble de ces terres-là. Ce qui est intéressant, c'est que le processus a été inclusif. Quand j'écoute les promoteurs immobiliers, et d'ailleurs, M. Labiré l'a soulevé, ils ont été associés. Ils ont même laissé un mémorandum. Ils avaient saisi même la chambre de commerce qui a fait des observations. Donc personne n'a été écarté. Et c'est le même process qui a été aujourd'hui utilisé par l'actuel ministre. À savoir que le gouvernement de la transition a voulu, en héritant d'un dossier, travailler en direction de ce que les acteurs eux-mêmes proposent. Parce que ce n'est pas seulement les promoteurs immobiliers qui sont des acteurs du foncier. Vous avez le monde rural, il est plus important. L'accaparement des terres concerne même des terres cultivables. Donc, je crois que le gouvernement, le Conseil de ministres, en adoptant justement ce projet de loi, va saisir l'ALT. Et je pense que l'Assemblée législative de la transition ira plus vite parce qu'en ce qui nous concerne, l'Assemblée nationale, en son temps, avait été saisie pour légiférer. Oui, c'était sur la table de l'Assemblée nationale. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est passé que ce que je sais, dans les rapports que nous avons eus avec le Parlement à l'époque, c'était que les députés qui avaient été à la base d'une enquête parlementaire voulaient confronter les résultats de cette enquête avec la loi. Au besoin l'améliorer dans le sens vraiment des intérêts des populations. Malheureusement, ça traînait. Il y a eu un dernier séminaire qui a eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale, tout juste à la veille du coup d'État du 24 janvier. Donc c'était vraiment... donc c'est dans le tuyau et donc là on a comme un sentiment... Mais le tuyau s'est percé en temps. C'est pour ça que je dis on a comme un effet de recommencement. Voilà. De toute façon cette question reste dans l'actualité mais ce n'est pas notre sujet principal du jour. On va d'abord laisser Geoffroy Vara peut-être avec une question de généralité. Non, je pas de généralité. Pas de question de généralité et puis les promoteurs immobiliers reviennent encore à la charge. Ils ne sont pas d'accord sur les termes de l'avant-projet de loi, mais ça c'est un autre débat. On aura l'occasion sans doute d'y revenir. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Et aujourd'hui, on parle justement au cours de cette troisième audience du tribunal de l'actualité avec à la barre Benewende Stanislas Sankara, avocat à la Cour, qui nous édifiera sur la mise en œuvre des décisions issues du procès de l'assassinat le 15 octobre 1987 de l'ancien président Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons, un an après l'énoncé du verdict. Ouagadougou abrite à cet effet demain, 6 avril 2023, un panel sur le bilan. Le bilan et les leçons de ce procès. Maître Benewende Stanislas Sankara, notre convoqué du jour, évoquera donc les obstacles, les succès de ce parcours judiciaire un an après la clôture des débats. Geoffroy Vara, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était un procès historique et ses effets doivent être exemplaires. C'est clair. Maintenant, moi, la question que je vais poser à Maître, quel est son sentiment? Parce que quand on regarde, il y a eu le procès, il y a eu des condamnations, ça a pris du temps. Pour beaucoup, ça allait être après l'apaisement. C'est-à-dire, après tous ces temps de tumulte et tout, de combat pour que même ça ait lieu, ça allait être l'apaisement. Il y a eu le verdict, et pourtant, des condamnés à vie sont venus à Ouaga, sont repartis. Et pourtant, même la réanimation de feu le président s'est fait dans ce qu'on sait. C'est à croire que il n'y a pas d'apaisement. C'est pas votre sentiment? Sankara? Bon, je ne sais pas
ce que monsieur le juge entend par apaisement, mais je crois qu'il y a eu un soulagement. Si je veux rentrer dans les nuances des mots, c'est vrai que peut-être l'apaisement attendu, surtout au plan national, c'est que quelque part on avait l'intention de lier l'affaire Thomas Sankara à la réconciliation nationale. De ce point de vue, vous avez parlé tantôt de ce que certaines personnes, en l'occurrence l'ancien président M. Blaise Compaoré, serait venu, alors même qu'il est sous mandat d'arrêt et même condamné. Mais je reviendrai certainement sur ces détails, puisque j'ai été convoqué à la barre pour parler donc de l'après-verdict. L'après-verdict, oui, du 6 avril 2022. Mais de mon point de vue, il y a eu soulagement en ce sens que pendant 35 ans, les familles étaient dans l'attente de ce procès. Et quand le verdict a eu lieu le 6 avril, ces familles ont poussé un ouf de soulagement. Et elles se sont montrées très satisfaites du fait, de la tenue du procès, et de deux, du fait de la décision qui a été rendue dans un procès équitable. Chaque fois, je souligne le caractère équitable parce que ce procès a respecté les garanties de la défense. Cela est extrêmement important parce qu'au départ, on ne vendait pas cher la peau du tribunal militaire qu'on a qualifié de tous les noms d'oiseaux. Et ça a permis même à certains avocats à l'international de croire que c'était une justice aux ordres. Mais fort heureusement, pendant ces 6 mois de débat, avec environ 5 années d'instruction du dossier, on s'est rendu à l'évidence que le procès était équitable. Et la décision qui a été rendue était satisfaisante. Maintenant, il y a eu des ratés, et ça, il faut le souligner avec force, mais ce n'était pas lié à la procédure judiciaire. C'est surtout lié à l'enterrement des restes du président Thomas Sankara. Ça, on l'a vu. Mais Dieu merci, le 23 février, cela s'est passé. Et le gouvernement de la transition a annoncé des funérailles nationales, un hommage national pour le 15 octobre 2023. Moi, je pense que de ce point de vue, il y a quand même des motifs de satisfaction. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais la grande majorité des Burkinabés sont aujourd'hui très satisfaits. Oui, en fait, Maître Sankara, vous n'êtes pas la famille, vous êtes l'avocat de la famille, mais on a constaté, on a tous assisté ici au fait que la famille de Thomas Sankara, par exemple, n'était pas à cette réinhumation des restes de Thomas Sankara, ce qui justement contribue à ce manque d'apaisement dont a parlé le juge Geoffroy Vara. Oui, vous savez, d'abord, je voudrais préciser que l'enterrement des restes du président Thomas Sankara et des 12 autres est, si vous voulez, la résultante d'un acte réglementaire qui a été le décret pris par le gouvernement en son temps, sous la transition du président Kafando, Michel Kafando, et du premier ministre Yacouba Isaac Zida, pour autoriser qu'on déterre. Donc, si je m'en tiens à la théorie donc, des normes, l'acte contraire aurait voulu que ce soit encore le gouvernement qui procède à l'enterrement. De deux, vous avez parlé de la famille du président Thomas Sankara. Et d'autres familles aussi de victimes. Ce n'était pas la seule famille qui était contre la réinhumation des restes à cet endroit-là. Il faut relativiser pour dire certains membres des familles
Si vous prenez le cas du président Thomas Sankara, effectivement, il y a eu certains membres de la famille, et en particulier la veuve du président Thomas Sankara, et je crois ses sœurs. Mais pas toutes les sœurs, puisque vous aurez remarqué que certains de ses frères et sœurs et d'autres parents étaient là le 23 février pour procéder à l'inhumation de leur père, frère, tout ce que vous voulez. Et en Afrique, quand on parle d'enterrement, il faut aller au-delà de la cellule nucléaire. Parce que c'est pour moi un phénomène social qui implique toute la société. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a eu la présence de coutumiers à ces lieux-là pour faire un rite, tout comme on l'a fait pour déterrer. Donc je crois il y a eu certainement dans les familles des incompréhensions, mais ces incompréhensions n'ont pas, de mon point de vue, enlevé le caractère de l'enterrement qui est resté, en tout cas, conformément à la loi. Je dis conformément à la loi, sous la supervision de l'armée. Parce que le corps du président Sankara revient à l'armée, à l'État. Mais l'État n'a pas voulu procéder d'autorité. L'État a voulu associer toutes les familles, avoir leur point de vue. Et ce dossier a traîné depuis pratiquement un an avant que ça n'aboutisse le 23 février. Geoffroy Vara, vous êtes satisfait de la réponse de Maître Sankara sur cette question que vous avez posée? Bon, on a une autre réponse. Je peux... Oui, bien sûr, allez-y. Quand on regarde, parce que c'est ça aussi le plat de résistance de notre convocation du jour, on est un an après, 35 années de combat, vous avez eu le verdict. Un an après, je rappelle encore la question des sentiments. Est-ce que vous vous dites qu'il y a encore beaucoup à faire? Parce que j'ai rappelé le cas de l'un des condamnés à perpétuité qui est venu et qui est reparti. C'est vrai qu'il y a eu des grands absents. Hein. Il y a Blaise Compaoré, il y a Kadhassane Kafando. Donc, après tout cela, vous dites qu'il y a encore du combat à mener. Où vous en êtes? Oui. Alors, vous avez parfaitement raison. Parce que je comparais ici en tant qu'avocat inscrit au barreau de mon pays, avocat à la cour. Donc, mon explication était avant tout une explication technique, d'un point de vue juridique. Mais la question que vous soulevez, je suis amené à avoir une lecture politique. Une lecture politique en ce sens que le dossier du président Thomas Sankara n'aurait même pas abouti s'il n'y avait pas eu l'insurrection. La question qui avait été posée par le président tout à l'heure, je disais que certainement on allait revenir là-dessus, m'amène à dire que depuis les 35 ans là, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'est ce que j'appelle la forfaiture et le déni de justice de notre appareil judiciaire. Parce que depuis la commission des faits, depuis donc les assassinats du 15 octobre 1987 jusqu'en 1997, il n'y a rien eu. Il n'y a même pas eu de la part du ministère public une plainte qui a été déposée. À plus forte raison, instruire. C'est en désespoir de cause que la veuve du président Thomas Sankara, soutenue par des avocats, a déposé une plainte pour éviter la prescription qui allait intervenir le 15 octobre 1997. Ça, c'est la première étape. La seconde étape a été que, sous le président Blaise Compaoré, toutes les juridictions de droit commun, c'est-à-dire dans tous les méandres de la justice où le dossier est passé, jusqu'à l'époque, ce qu'on appelait la Cour de cassation, la Cour suprême, qui est devenue la Cour de cassation, qui a d'ailleurs mis le coup de grâce sur la procédure en déclarant toutes les juridictions de droit commun incompétentes, eh bien, toutes les portes étaient verrouillées. Il ne restait d'ailleurs que la seule voie du tribunal militaire. Et, avocats que nous étions, on a dûment saisi cette juridiction-là, qui nous restait.
Mais pour que cette juridiction puisse actionner, mener une procédure d'instruction, il faut ce qu'on appelle l'ordre de poursuite. Et l'ordre de poursuite est donné par l'exécutif. Et qui allait le donner sous Blaise Compaoré? Personne. Et le dossier a été enterré malgré la saisine du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui, en 2006, a rendu une décision condamnant l'État du Burkina Faso à faire une procédure judiciaire. Personne. Ça, c'était un déni de justice lié au régime en place. Donc, quand l'insurrection est arrivée, d'abord, le discours du 21 novembre du président Michel Kafando nous a rassurés, puisque dans son discours d'investiture, il évoque pour la première fois le dossier de Thomas Sankara en disant que ce dossier-là, il faut l'instruire. Une semaine après, son premier ministre, le général Isaac Zida, embouche la même trompette. Immédiatement, nous avons donc ressaisi le tribunal militaire pour lui dire, mais nous avons un dossier qui dort là-bas. Puisque le ministre de la Défense de l'époque, le général Kwame Lougué, il faut le citer, avait fait une conférence de presse pour nier même l'existence du dossier. Nous avons envoyé tous les éléments à nouveau au tribunal pour dire, voilà les preuves que le dossier est là-bas. C'est ce qui a entraîné la désignation d'un juge d'instruction. Le cabinet numéro 1 qui a commencé effectivement à instruire le dossier. Donc, je suis enclin à dire que le politique avait sa main. Et une des revendications de l'insurrection, c'était de reformer la justice burkinabé qui était pourrie. Puisqu'on parlait de magistrats aux ordres, de magistrats même acquis, selon l'expression du ministre de la Justice de l'époque, lui-même magistrat, Boulema Badini. C'est ahurissant. Et le pouvoir de la transition a fait ce qu'on appelait le pacte sur le renouveau de la justice avec les acteurs de la justice, obligeant tous les candidats, qui étaient, je crois, 14, les candidats à l'élection présidentielle, à parapher ce pacte-là. Donc, quelque part, c'est pour moi la politique qui devrait faire en sorte qu'il y ait des réformes pour garantir l'indépendance du juge, pour lui permettre de prendre une bonne décision. Voilà pourquoi d'ailleurs je me suis permis d'insister au début sur le caractère d'un procès équitable dans le dossier Thomas Sankara. Parce que s'il n'y a pas ce cadre politique qui permet à la justice de jouer pleinement son rôle, on ne peut pas parler, en tout cas, d'une bonne justice et de bonnes décisions. Alors, Maître Sankara, là, vous venez de nous faire un bon éclairage de l'avant-procès, de ce qui a conduit à ce procès. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est ce qui s'est passé après l'énoncé du verdict, donc du 6 avril 2022 à ce jour, 5 avril, donc demain 6 avril 2023. Quel est l'état des lieux de l'exécution donc du verdict qui a été posé? C'était le sens aussi de la question du juge Geoffroy Vara. Peut-être un mot avant qu'on donne la parole à Bernard Bougouma. C'est exactement ça, voilà, la question. C'est ça notre plat de résistance. Exactement, oui. J'allais dire que depuis le 6 avril 2022, aujourd'hui donc 12 mois, véritablement rien ne s'est passé au plan judiciaire. Sauf que ceux qui ont été condamnés ont usé de leur droit pour faire appel. Ça, c'est leur droit. Mais depuis là, le dossier n'a pas évolué. À notre connaissance, le dossier n'a pas du tout évolué. Par contre, sur les aspects, j'allais dire politiques, comme le juge va le souligner par ricochet, on peut noter que en moins de 12 mois, en moins d'une année, deux régimes se sont succédés depuis que la décision a été rendue le 6 avril 2022.
il y a eu la période du lieutenant-colonel Damiba, et il y a eu la période du 30 septembre avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux ont eu, d'une manière ou d'une autre, à avoir un comportement qui a joué, qui a impacté, pas sur le déroulé de la procédure, mais notamment sur l'enterrement des restes du président Thomas Sankara. Vous aurez remarqué qu'en août 2022, même avant août, il y a eu des communiqués, notamment émanant de la présidence sous Damiba, qui invitait les familles à une rencontre en vue de trouver une solution pour enterrer les restes du président Sankara et de ses 12 compagnons. Par la suite, la date du 4 août a même circulé. Et finalement, c'est dans l'intervalle aussi que nous avons tous regretté l'arrivée du président, de l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso, au forceps, passant outre la question donc de son statut de condamné et du mandat qui a été émis contre lui. Tout le monde a suivi ça. Donc, on a aussi noté la tentative de discours prononcé par le président, par l'ancien président Blaise Compaoré, simulant, si vous voulez, une demande de pardon. Tout ça, c'était sous Damiba. Ce qui a fait dire à beaucoup d'observateurs que le régime du président Damiba cherchait coûte que coûte à restaurer, si vous voulez, un régime qui a été malheureusement chassé par le peuple, par la rue. Le second temps, donc l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré en septembre, début octobre, en 2 semaines, il s'est rendu, je parle du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, s'est rendu au mémorial Thomas Sankara, où il a pris le flambeau de la relève. Mais c'est quand même un symbole fort que des militaires qui arrivent par une révolution de palais, donc le successeur de Damiba, change fondamentalement d'orientation et se proclame, si vous voulez, donc d'obédience sankariste. Ça, c'était très intéressant. Donc, l'autre acte a été que le 23 février, effectivement, le président Sankara et ses compagnons, leurs restes ont été inhumés au mémorial Thomas Sankara, c'est-à-dire l'ex-conseil de l'entente. Donc, vous voyez que pendant ces 12 mois, depuis le verdict, il y a plutôt eu une émulation politique autour du président Sankara, de son idéal, mais aussi de l'enterrement des restes. Mais d'un point de vue judiciaire, aucun acte, à ma connaissance, n'a été posé. Alors justement, nous sommes dans la 3e audience de cette semaine pour le tribunal de l'actualité. Nous parlons du procès Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Le procès a été ouvert le 11 octobre 2021. Un dossier de plus de 20 000 pages. Il a entendu 14 accusés, auditionné une centaine de personnes en 6 mois. Ce procès a pris fin le 6 avril 2022 avec l'énoncé du verdict. Un verdict qui fait de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, un condamné par contumace à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État et complicité, de même que son ancien chef de la sécurité, Hyacinthe Kafando. Le général Gilbert Diendéré, qui a assisté au procès à Ouagadougou, écope de la même peine de prison à vie. 3 des 14 accusés ont été relaxés, tandis que les autres ont reçu des peines allant de 3 à 20 ans. Bernard Bougma. Oui, effectivement, vous dites que sur le plan judiciaire, les choses n'ont pas bougé. Les uns et les autres ont interjeté effectivement appel. Quelle est l'incidence d'un tel acte sur la suite donc, du verdict qui a été rendu? Eh bien, la première incidence, c'est que quand il y a appel,
en principe, le dossier est examiné par ce qu'on appelle une juridiction supérieure qui peut confirmer la décision du 6 avril 2022 rendue par la première instance ou réformer la décision. Ça veut dire que on va juger à nouveau les faits et les personnes, étant entendu que l'appel, si vous voulez, c'est d'abord un droit, mais qui permet également au juge du second degré, donc de la chambre criminelle d'appel, de réexaminer et de dire si les premiers juges avaient totalement raison ou si les premiers juges ont eu peut-être au niveau des condamnations la main plus lourde ou éventuellement revoir même les qualifications. Ça veut dire que le juge d'appel hérite du dossier dans son entièreté. Par contre, il peut aussi avoir ce qu'on appelle un désistement. Ça veut dire que ceux qui ont fait appel peuvent aussi décider de se rétracter. Donc, tout ça, c'est des hypothèses. Mais ce qu'il faut attendre, c'est de voir comment le juge en appel va instruire le dossier, parce que le dossier aussi fera l'objet d'un rapport avant justement d'être programmé. Alors, certains, dans le cadre du processus de la réconciliation, avaient évoqué l'éventualité d'amnistie ou de grâce. Est-ce que, effectivement, le fait d'avoir fait appel influence un tel acte que qui de droit peut prendre? Oui, parce que l'amnistie est une mesure politique qui relève de l'exécutif. Et tant qu'on sera dans le cadre de la séparation des pouvoirs, dès lors que le juge est saisi, l'exécutif est bloqué. Il y a déjà eu des cas comme ça, comme l'affaire Ernest Normand Ouettaro. Mais la volonté de se réconcilier peut amener des tractations à ce que, je parlais tantôt du désistement, s'il y a des garanties, par exemple, que celui qui a fait appel se désiste de son action, parce qu'il espère une amnistie ou une grâce. Et cela ne remet pas en cause le principe sacro-saint du triptyque de la vérité, de la justice, avant qu'on se réconcilie. Et c'est ce que les familles, en réalité, avaient demandé dès le départ. Quand vous vous rappelez de la journée nationale du pardon, de l'argent qui avait circulé, et tout ce que vous pouvez imaginer, certaines familles avaient seulement dit, au Burkina, ce n'est pas le pardon qu'on refuse. Pas du tout. Mais le pardon obéit à une règle qui est avant tout connaître la vérité. Et je crois que le procès tel qu'il a été mené, avec la décision qui a été rendue, ça a permis en tout cas aux familles de découvrir la vérité et de se faire une opinion. Découvrir la vérité et de se faire une opinion avec notre convoqué du jour, donc c'est Maître Bénéwendé Stanislas Sankara. Nous parlons de ce procès historique sur l'assassinat du président, l'ancien président Thomas Sankara. Il a été assassiné le 15 octobre 1987 avec 12 de ses compagnons. Il y a un panel sur cette question, un an après le verdict donc qui se tient demain, 6 avril, date anniversaire de ce verdict. Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Justement aujourd'hui, quand on regarde, on a tous vu aussi l'ancien président venir, Blaise Compaoré, et puis on connaît un peu son état de santé, on voit beaucoup de choses. C'est vrai que ce n'est pas pareil pour tout le monde. On a cité tout à l'heure les différentes condamnations qu'il y a eu, mais on sait que depuis lors jusqu'à aujourd'hui, celui qui était en fait le cœur, on va dire, vers lequel tous les doigts accusateurs étaient, c'était vraiment Blaise Compaoré. Aujourd'hui, quand on regarde, parce que pour beaucoup, il faut peut-être diluer les choses et se dire que le temps a passé et que l'homme n'est plus le même et que ça devrait être pris en compte. C'est des arguments que vous entendez et auxquels vous êtes sensible? J'ai toujours été sensible aux questions humaines. Mais je dois dire
que ces questions ne relèvent pas de l'avocat que je suis. Cette appréciation entraîne un autre jugement à un autre niveau. Par exemple, les familles, les différentes familles qui ont enduré cette douleur, qui ont éprouvé cette douleur, ont eu une certaine appréciation qui n'est pas forcément la même que moi. Vous avez vu par exemple le 23 février, moi j'étais à l'inhumation des restes. J'étais pratiquement en contradiction avec ma cliente principale qui n'a pas souhaité par exemple qu'on enterre les restes du président Sankara au lieu où il est tombé, au mémorial. C'est pas moi, ma perception des choses. Accorder un pardon à M. Blaise Compaoré au regard de son état actuel, que ce soit par l'amnistie ou même, j'ai lu quelque part dans un journal qu'il y a une médiation qui se ferait entre les deux familles, Compaoré et Sankara, par le truchement des coutumiers. Honnêtement, je n'en sais rien. Tout ça, c'est pour faciliter certainement le pardon et éventuellement permettre un retour à M. Blaise Compaoré dans son pays natal. Mais toutes ces questions relèvent du pouvoir politique en place. De comment la question peut être abordée avec tact, avec les familles et surtout avec l'opinion. Parce que, quoi qu'on dise, le président Sankara a une famille biologique. Mais le président Sankara n'appartient même plus au seul Burkina. Donc tout ce qui touche à Sankara, au président Sankara, eh bien, est très sensible. C'est au regard de tous ces éléments que toutes les démarches devraient être entreprises pour ne pas faire d'erreur, afin que l'objectif recherché soit atteint. Sinon, personne n'est contre le pardon. Les Burkinabés ont des valeurs à sauvegarder, à préserver, les valeurs d'intégrité, de vérité, de justice, sur lesquelles on ne peut pas transiger avant de demander ou de donner pardon. C'est justement ce côté qui venait, si vous voulez, au ministère d'État en charge de la réconciliation, dont le portefeuille aujourd'hui est géré par le ministère de la Solidarité. Donc ce qui se fait, je ne sais pas. Mais je sais qu'avec le président Zéphirin Diabré, un certain nombre d'initiatives avaient déjà été entreprises pour d'abord parler, pas seulement au président Compaoré, mais ceux-là que l'opposition de l'époque avait appelé les exilés politiques, pour leur parler et faire une offre de revenir même au Burkina Faso, mais dans des conditions qui respecteraient ce que je viens de décrire. Et on attend, en tout cas, il va falloir évoluer. Ce serait de bon augure si, comme vous l'avez indiqué, on ne sait pas encore, si vous l'avez indiqué au conditionnel, si les deux familles prennent langue pour ce retour de Blaise Compaoré, pour tourner la page et réconcilier finalement toute la nation, parce que justement cette question cristallise un peu certaines opinions. Oui, Bernard Bougman. Oui, c'est vrai, mais il y a les grands absents, ce n'est pas que Blaise Compaoré. Il y a aussi Hyacinthe Kafando qui a disparu des radars depuis la transition de 2014-2015 et puis depuis plus rien. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a eu appel, mais pour ces cas-là, au niveau de la justice, il y a des mandats naturellement émis, mais silence radio. Au niveau des avocats, est-ce que vous avez cherché à savoir aussi la suite réservée à ce monsieur, bon, Blaise, au moins, lui, il est localisé, il est même venu dans des conditions qu'on sait, et puis repartir. Mais il y a Hyacinthe Kafando dans tout ça.
Le cas particulier de Yacine Kafando, je dirais que c'est exactement comme pour M. Blaise Compaoré. Il y a eu d'abord, avant, me semble-t-il, qu'il ne fuit, des convocations qui ont été émises. Et les recherches sont revenues infructueuses. Et par la suite, le mandat d'arrêt international a été lancé contre lui. Et c'est dans l'exécution du mandat d'arrêt international que la police internationale a rencontré des difficultés. Parce que il n'a jamais été signalé qu'il avait une adresse commune où on pouvait lui faire des notifications et au besoin exhiber les accords judiciaires qui existent entre nous et la Côte d'Ivoire, parce qu'il se suffit qu'il est en Côte d'Ivoire. Donc il n'a jamais comparu. Voilà pourquoi il a été également condamné par contumace du fait que le mandat d'arrêt international n'a pas pu être exécuté. Maintenant, je crois que nous parlons de façon principielle. Ce qui vaut pour M. Blaise Compaoré devrait valoir pour les autres qui sont dans la même situation. Ce qui veut dire, purement et simplement, que si la justice épuise les voies de recours et qu'elle n'est plus saisie, eh bien, l'exécutif, l'autorité politique peut prendre des décisions, notamment d'amnistie, de remise de peine, de grâce. C'est de son ressort. La justice ayant fait son travail. Si la justice étant quand même saisie, et c'est là la difficulté, avec des mandats d'arrêt qu'il ne faut pas violer comme on l'a vu sous Damiba, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une question très intéressante parce que si nous respectons notre démocratie et nous respectons la légalité, c'est très compliqué. Il faut que celui qui est condamné par contumace, dès qu'il met les pieds au Burkina Faso, soit arrêté et conduit à la maison d'arrêt, avant donc de pouvoir user de ses prérogatives pour se défendre. Donc c'est à ce niveau que tout le débat qui se mène complique la situation, étant entendu qu'au moment où ces intéressés auraient pu facilement le faire, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, est-ce qu'on peut violer la loi parce que, purement et simplement, on veut se réconcilier? Il ne faut pas violer la loi, il faut pourtant se réconcilier. Enfin, je pose une question. Je vois que Bernard Bougman lève la main, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc une minute chacun. Oui, il y a aussi les autres aspects du dossier qui restent. C'était un ancien président, après il a une famille, une épouse, des enfants, il y a ce qui leur revient aussi des droits. Nous avons appris que les enfants ont eu des passeports diplomatiques, il y a un terrain qui a été accordé à la dame, sa carrière a été reconstituée. Donc il y a les aspects liés aussi aux ayants droit. Ce dossier est traité, ou bien c'est en fonction maintenant comme on appelle ça, des institutions ou des ministères concernés? D'accord. Eh bien, intéressante question, mais je précise que il y a plusieurs types de procédures. Hein. Okay. Quand on parle de l'assassinat du président Thomas Sankara, les faits du 15 octobre 1987, ce sont des faits de crime poursuivis devant des juridictions criminelles. Devant ces juridictions, vous avez vu que les autres familles se sont constituées partie civile pour réclamer des réparations pécuniaires, c'est-à-dire de l'argent. Mais la famille du président Sankara n'a pas voulu demander de l'argent devant ces juridictions-là, tout comme la famille Zarlé, Patrice. Voilà les deux familles qui n'ont pas demandé de l'argent. Les autres familles, les 11, si je ne me trompe pas, se sont constituées partie civile pour demander de l'argent. Et c'est d'ailleurs à l'occasion que l'agent judiciaire de l'État a soutenu que beaucoup de ces familles ont déjà pris de l'argent. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Mais on attendra quand même de voir la suite de cette procédure. En ce qui concerne Mariam Sankara, elle était fonctionnaire de l'État. Elle a quitté précipitamment le Burkina Faso, elle a l'âge de la retraite et en principe elle a demandé qu'on liquide ses droits. C'est ce qu'un journal a publié.
Bon, maintenant, il y a d'autres dommages collatéraux du fait qu'elle ait quitté précipitamment en 1987, elle n'est pas revenue, etc., etc. Et là, le dossier doit être pendant au H-Kroon. Mais j'avoue que moi, ma mission est terminée en tant qu'avocat, hein, depuis le 23 février, avec l'enterrement du président Sankara. Moi, j'estime que ma mission est terminée. Mais il y a un dossier en appel. Oui, mais il y a d'autres avocats, plus d'une dizaine, qui sont constitués. Hein. Donc, en appel, vous n'interviendrez pas? Non, pas du tout. Terminé pour vous. Je ne souhaite pas. Moi, j'ai fini ma mission. Il reste simplement la mission étatique de rendre hommage au président Sankara, qui soit d'un intérêt pour moi. Je vois Vara, 30 secondes. Ce sera rapide, d'accord. On sait que parmi ceux qui vont intervenir demain, il y aura Yacouba Isaac Zida sur l'héritage notamment même de Sankara, de ce procès-là, et ce qu'a été la contribution de la transition. Mais on se rappelle que pendant le procès, il y avait les accusations qui étaient portées sur lui par Djendéré, si ma mémoire est bonne. Il a dit c'est Yacouba Isaac Zida qui a organisé la fuite de Yacine Kafando qui est condamné. Alors, on est en fin d'émission. Je vais vous contraindre à 30 secondes pour répondre rapidement à cette question. Non, sur la question, le juge n'a pas tenu compte. Hein. Vous verrez que dans les décisions, nulle part on ne parle de Isaac Zida. Par contre, demain, ça sera l'occasion pour lui d'expliquer comment, effectivement, il a donné l'ordre de poursuite et comment la procédure sous la transition a évolué, puis relayé par le régime de M. Rochemort Christian Kaboré, puis nous avons successivement Damiba qui a eu sa touche, et puis aujourd'hui avec la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Alors Yacouba Isaac Zida qui interviendra donc par visioconférence au panel de demain sur l'héritage politique de l'affaire avec les actes posés et les manquements de la transition issue de l'insurrection d'octobre 2014. C'est la fin de cette audience du tribunal de l'actualité, c'est la 3e de la 14e semaine de cette année 2023 qui est revenue sur l'historique procès de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons, un an après le verdict, avec Benewende Stanislas Sankara, avocat à la Cour. Merci, Maître Sankara, d'avoir honoré notre convocation. C'est moi qui vous dis merci, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Merci également au juge Bernard Boukman et Geoffroy Vara. Merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truth TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Courage à toutes nos forces combattantes ainsi qu'aux personnes déplacées internes. Prompt rétablissement aux blessés, aux malades, et partageons la grâce de découvrir chaque matin avec beaucoup d'espoir. Quant au tribunal de l'actualité, il revient demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.